Alors, dans une journée, dans un congrès consacré au lien, il est difficile de ne pas parler d'isolement des personnes âgées. Ça va être la séquence à venir avec Alain Villet, président des Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres, c'est la famille, selon les termes que vous m'avez dit, la famille de ceux qui n'en ont pas. Et hélas, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes âgées en établissement ou à domicile qui n'ont pas de famille, qui n'ont plus de tissu relationnel. Alors vous présidez cette association et ce réseau de 14 000 bénévoles qui rendent visite aux personnes isolées, et vous allez notamment nous présenter les résultats de votre baromètre 2021, dont les résultats sont, ma foi, assez terribles. Donc, je vous laisse pour ces 45 minutes de présentation, et puis là, même punition, même motif. N'hésitez pas à poser des questions à l'issue de cette présentation. Oui, effectivement, les résultats de ce baromètre sont extrêmement préoccupants. J'aurai l'occasion de vous les détailler. Rapidement, simplement, je voudrais vous présenter l'association parce que, effectivement, les Petits Frères des Pauvres, c'est non seulement une association un peu fêtière et originelle, mais c'est aussi une fondation et une association gestionnaire d'une trentaine d'établissements qui peuvent être aussi bien des maisons de vacances, des pensions de famille et des petites unités de vie, des hébergements temporaires et un EHPAD qui est aussi un centre de rencontre des générations en Sologne. Donc c'est cet ensemble des Petits Frères des Pauvres dont l'origine remonte à 1946, puisque nous avons été créés en 1946, et nous sommes aujourd'hui organisés en 12 fraternités régionales, donc une de moins que de régions administratives, comme vous l'aurez remarqué, et qui nous permettent donc de développer une présence sur l'ensemble des territoires à travers de nos 374 équipes d'action, pour être très précis, qui sont donc des équipes de bénévoles qui sont dans un engagement à la fois fraternel à l'égard des personnes âgées en situation d'isolement ou de précarité, et également dans un engagement qu'on pourrait qualifier de citoyen à l'échelle de leur territoire. Donc je crois que c'est cette double dimension, fraternité, citoyenneté, qui vont être un peu au cœur aussi de mon propos. Et donc c'est aussi un dispositif d'écoute téléphonique, qui s'appelle Solitude Écoute, qui a d'ailleurs connu une croissance d'activité assez exponentielle pendant la phase de confinement dont on vient de sortir. Donc en tout, c'est quelques 13 550 personnes qui sont âgées, qui sont accompagnées dans la durée. Et je crois que c'est d'ailleurs dans les valeurs de l'association, cet engagement dans la durée, on pourrait même dire dans la quasi-totalité des cas jusqu'en fin de vie, qui sont au cœur de notre action. C'est aussi le fait de pouvoir tabler sur un soutien de ces équipes par des professionnels, qui sont des coordonnateurs de développement social, comme on les appelle, et qui sont là en soutien des équipes de bénévoles pour leur permettre de développer leur action, donc, et assurer cet accompagnement dans la fidélité, on pourrait dire, à l'échelle de 13 000 personnes. Alors j'aurais ici dû vous le préciser, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que nous ne sommes pas la branche masculine des Petites Sœurs des Pauvres, contrairement à une idée reçue. Quelquefois, donc nous n'avons aucune appartenance ni confessionnelle ni politique, alors que les Petites Sœurs des Pauvres, c'est une congrégation religieuse, authentiquement. Voilà, donc mon propos sera effectivement centré sur ce constat que la solitude et l'isolement, pour prendre dans un sens ou dans un autre, sont au cœur aujourd'hui des problématiques dans les territoires et constituent une urgence sociale, d'ailleurs toute classe d'âge confondue, je crois que c'est un point important, et on le verra tout particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans et encore parmi les plus âgées d'entre elles. Donc quelques clarifications, parce que justement, Sylvie Sas tout à l'heure l'évoquait, effectivement, nous sommes en face de deux notions, isolement et solitude, qui sont souvent confondues. Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que l'isolement renvoie à une situation plus objective dans les relations sociales, au niveau de l'habitat. Donc,
aussi dans les modalités d'occupation de son logement, alors que la solitude renvoie beaucoup plus à du ressenti, des sentiments, de l'intime. Donc on est dans le subjectif par définition. Ce qui nous permet de dire qu'une personne finalement peut être objectivement isolée et ne pas souffrir de solitude, comme une autre peut souffrir de solitude alors qu'elle n'est pas objectivement isolée. C'est la situation classiquement que nous vivons dans les établissements, où objectivement la personne a un entourage professionnel, etc. Mais pour autant, elle va souffrir de solitude parce qu'elle ne reçoit plus de visites de famille, parce que tout simplement, même si elle en reçoit, et on connaît ça aussi à domicile, on se voit souvent des personnes âgées se plaindre de solitude, dire « Oh, ça fait au moins 8 jours que j'ai pas vu quelqu'un ». Peut dire une personne à son domicile, puis quand vous faites votre petite enquête, vous vous rendez compte que il y a l'aide à domicile qui de toute manière est venue, il y a le facteur, le commerçant, enfin bref, elle a vu du monde, mais elle se sent intimement seule et en souffre, et l'exprime. C'est l'occasion pour moi de dire que dans les personnes que nous accompagnons, 60% vivent à leur domicile et 40% sont en établissement. Donc il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'isolement et la solitude. Alors, je le disais à l'instant, la solitude et l'isolement progressent en France. Donc on le sait de par les travaux de l'INSEE, qui s'est intéressé à ce phénomène, toutes classes d'âge confondues. Et donc 6,6 millions souffriraient de solitude aujourd'hui. Donc, ce qui est un chiffre en nette progression par rapport à 2010, donc sur 10 ans, donc une progression extrêmement sensible de près de 4,6 millions de personnes qui sont objectivement et dans ces situations d'isolement et de solitude. Donc l'INSEE, justement, dans ses observations, distingue 3 formes de solitude. Le fait de vivre seul, donc l'isolement que je qualifiais de résidentiel ou lié à l'habitat, l'isolement relationnel, qui est le cœur de notre sujet aujourd'hui, et le sentiment de solitude, puisqu'on est bien dans cette question du ressenti. Donc, de fait, le vieillissement, la diminution de l'autonomie, les handicaps, les pathologies constituent des facteurs aggravants de l'isolement et de la solitude. Ce qui a permis à la Fondation de France de constater dans les dernières statistiques qu'elle avait publiées, mais ça remonte déjà à 2014, que 27% des personnes âgées de plus de 75 ans, donc contre 16% en 2010, souffriraient de solitude. Donc alors je cite ces chiffres de la Fondation de France parce qu'il faut peut-être se les garder en mémoire par rapport à ceux que nous allons constater et que je vais développer tout à l'heure dans notre baromètre. C'est ça parce que la Fondation de France maintenant ne mesure plus la solitude spécifiquement des personnes âgées et le fait sur l'ensemble de la population, toutes classes d'âge confondues, et en fait le fait maintenant obligation numérique oblige, donc le fait par Internet. Donc ce qui nous paraît aujourd'hui, évidemment, assez difficile à faire s'agissant d'une population âgée qui, par définition, souffre de fractures numériques. Et donc, nous, le baromètre que je vous présenterai, nous l'avons fait par entretien téléphonique. Donc, ce qui est beaucoup plus accessible. Voilà. Alors, évidemment, dans tout ça, je le disais, un des facteurs d'accroissement de cet isolement à l'échelle sociétale, c'est bien sûr la question du vieillissement. Tant le maire d'Ajaccio que le directeur de l'ARS tout à l'heure rappelaient ces enjeux liés à la transition démographique, avec au-delà de la croissance attendue des personnes âgées de plus de 60 ans, moi je pense que ce qui effectivement doit nous interroger tout particulièrement, c'est l'augmentation de la tranche d'âge des 75-84
d'ici 2030, parce que 2030, c'est pas 2060, quoi. 2030, on va y être très très vite. Et là, effectivement, nos baby-boomers devenus papy-boomers vont atteindre le grand âge. D'ailleurs, on risque d'être quelques-uns dans la salle concernés par cette échéance. Donc il faut se le rappeler. Et effectivement, c'est dans cette tranche d'âge-là, nous le verrons, que le risque lié d'isolement et de solitude est le plus marquant. C'est justement pour ces personnes de plus de 75 ans, ce qui est important, c'est de rappeler que l'enjeu, ce que finalement on a qualifié d'écosystème, repose sur 4 réseaux. 4 réseaux de sociabilité qui, avec l'âge, s'accroissent, ou plus exactement se rétractent tout doucement. Bien sûr, il faut citer le réseau amical. Donc les amis, et on voit bien comment, à l'occasion de ruptures, de veuvage, d'accidents de santé, ce réseau amical peut s'estomper de plus en plus au point de disparaître complètement chez certains. C'est le réseau familial, bon, le plus classique, celui qui apparaît le plus évident, et dans lequel d'ailleurs nous substituons avec nos bénévoles pour les personnes nombreuses qui n'ont plus de famille ou qui n'ont plus de relation avec leur famille, ce qui est relativement important. Alors, il faut également parler du réseau de voisinage. Alors effectivement, dans les établissements, c'est moins prégnant, c'est moins parlant, mais pour le domicile, c'est d'une importance considérable. Et puis le réseau associatif, auquel on peut adjoindre, parce qu'on parle de personnes de plus de 60 ans, donc certains ont encore une activité professionnelle, il faut quand même le rappeler de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais il n'y a pas que l'EHPAD, on ne parle pas que des EHPAD, même si... donc, puisque tout à l'heure, on avait une question de quelqu'un qui gérait un service d'aide à domicile, si j'ai bien compris. Donc, de fait, c'est en tout cas le réseau de relations que vous tissez, c'est les liens que vous tissez avec les personnes qui fréquentent la même association que vous ou qui partagent une activité professionnelle éventuellement. Voilà, donc... alors l'INSEE a un indicateur qu'ils ont un peu affiné qui considère que les personnes qui bénéficient sont de 4 contacts ou moins d'ordre privé. Alors ça, je crois que c'est important. Peuvent être considérés comme isolés sur le plan... Alors, d'ordre privé, est-ce que ça inclut le portage des repas, l'infirmière, l'aide à domicile ? Ça peut, si à cette occasion-là, il y a eu vraiment une relation qui s'instaure. C'est le côté de pouvoir se livrer dans une conversation. On verra. Donc ça, c'est tout ce qui votre question renvoie à la question de la qualité de la relation. La relation purement fonctionnelle d'un professionnel ne va pas être qualifiée sur le plan relationnel. Et c'est bien d'ailleurs tout ce qui distingue dans les établissements le fait que le rôle joué par les familles, les amis ou les bénévoles dans notre cas, où on voit bien que se joue dans cette relation autre chose qu'une relation fonctionnelle ou une relation thérapeutique, etc. Donc, et c'est ce besoin de relation que je qualifierais de désintéressé, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets d'ailleurs, mais dans la mesure où on n'est jamais sûr de se désintéresser, mais le fait d'être en relation professionnelle on va surtout après l'intervention que nous venons d'écouter, il est évident que c'est extrêmement important dans ce qui va se jouer, dans le lien qui se nourra ou se nourra pas d'ailleurs. Mais de fait, nous, ce que nous allons mesurer, c'est les contacts d'ordre privé au cours d'une semaine de référence. Donc c'est bien dans ce niveau-là que va jouer
des facteurs extrêmement importants qui vont être la cessation d'activité professionnelle, donc le départ à la retraite, la perte du conjoint, donc les ruptures en général, qui constituent un risque majeur de délitement et de rupture justement des liens sociaux. Donc c'est un problème que rencontrent beaucoup plus les femmes que les hommes, hein, ça c'est clair. Et ce qui est constaté aussi, c'est que les zones rurales et les milieux urbains, et principalement les quartiers politiques de la ville, donc les zones urbaines sensibles, pour utiliser une autre terminologie, qui vont être les plus concernés par ces situations d'isolement. Alors, bon, donc la définition auquel on se réfère, c'est que justement, c'est l'isolement social, c'est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, de fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre et leur qualité, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi il y a un S, se trouve en souffrance et en danger. Donc il y a bien cette notion, alors qui est aussi très subjective, vous me direz, de la qualité de la relation. Donc, mais la qualité s'appréciant beaucoup plus dans la possibilité de se livrer, de partager des choses intimes, et peut-être aussi la question des émotions dont on parlait tout à l'heure. Donc on peut, dans ces conditions-là, évoquer que le processus d'isolement et le sentiment de solitude représentent un nouveau risque social, on pourrait dire sociétal d'ailleurs, compte tenu de ces développements. Donc si on peut lister un peu ces facteurs de risque d'isolement, parce que je crois qu'ils sont importants à évoquer, c'est le manque d'estime de soi qui effectivement peut augmenter très sensiblement avec l'avancée en âge. Et un élément très important, c'est le fait de ne pas pouvoir compter sur quelqu'un en cas de besoin. Donc ça, c'est à domicile, c'est particulièrement évident, parce que ça, c'est une angoisse très forte qui peut se saisir de personnes âgées qui, de ce fait-là, vont se sentir extrêmement isolées parce que ne sachant pas à qui se raccrocher en cas de problème. Et bon, le dispositif de téléalarme, de ce point de vue-là, n'arrive pas à pallier cette angoisse-là. Donc l'éloignement de la famille, bon ça c'est l'éclatement de la cellule familiale, c'est maintenant bien analysé, qui est effectivement, alors qui peuvent être palliés, on l'a vu d'ailleurs pendant la période de confinement, par le numérique. Mais là encore, la fracture numérique, on en verra les tout dernières réalités, fait qu'un bon nombre de personnes âgées, et parmi les plus âgées bien sûr, et les plus dépendantes, sont complètement coupées de l'accès au numérique, à Internet et à toute la communication qui est liée. Donc ça, c'est tout à fait important. Alors ce qui est aussi tout à fait net, c'est que la pauvreté, finalement, est aussi un facteur d'isolement. Et je reprenais cette statistique qui me paraît tout à fait révélatrice, c'est que 73% des bénéficiaires du minimum vieillesse, qui est à 900 € par mois, comme vous le savez, sont en situation objective d'isolement. Donc, et ça, on peut partir du principe que la pauvreté et la précarité sont un facteur puissant d'isolement et de solitude. Autre élément aussi déterminant, le fait de ne plus pouvoir sortir de chez soi. Donc là aussi, très, très partiellement compensé par le numérique et les communications avec Internet. Mais le fait de ne plus participer finalement à la vie sociale, à la vie de son territoire, c'est aussi un facteur d'isolement très, très fortement ressenti. Les pertes, liées, on l'évoquait déjà, la perte d'un être cher, le conjoint, les amis, ce que je pourrais appeler le syndrome du survivant. Vous savez, d'être le dernier vivant d'une génération dans la famille, c'est aussi le fait de ne plus avoir quelqu'un devant soi, plus âgé, aussi
qui représente une certaine forme de rempart par rapport à cette solitude que l'on peut ressentir d'autant plus qu'on n'a plus personne de sa génération autour de soi et que chaque mois amène sa moisson de décès et de rupture et de veuvage. Donc, dans les éléments aussi qu'on pourrait bien pointer, c'est également l'incompréhension et le manque d'écoute qui sont là aussi des éléments très, très prégnants. Alors, on pourrait dire, dans le fond, que la solitude, elle est souvent au rendez-vous de la déprise, pour reprendre ce terme que Serge Clément avait utilisé dans ses travaux, qui est ce processus de réaménagement de l'existence qui devrait accompagner le vieillissement d'une façon positive et constructive, mais qui, là aussi, est souvent subi. Et de ce fait-là, cette déprise peut virer aussi un phénomène de désaffiliation, que très bien décrit Robert Castel, et qui met en avant que la société contemporaine, privilégiant l'individualisme, fait passer certaines personnes de la précarité économique à la vulnérabilité relationnelle. Donc ça, c'est un élément déterminant. Je reviendrai aussi sur ce qui était dit dans l'intervention précédente, sur le climat d'exaltation des capacités de l'individu et de son autonomie qui font que, sans cette confiance en lui, l'individu connaît des difficultés à se diriger soi-même, ce que disait Alain Ehrenberg dans La société du malaise. Donc de fait, c'est vrai que cette apologie de l'autonomie est aussi finalement, en contrepoint, un facteur d'isolement. Il faut accélérer un peu. Alors, j'accélère. C'était discret. Voilà, donc on est bien dans des parcours de vie qui génèrent des ruptures plus ou moins bien compensées. Oh ben non, mais ça ne veut pas dire parler plus vite. Comment ? Ça ne veut pas dire parler plus vite. Ah bon ? D'accord, alors je continue, plus posé. L'existence d'un entourage, de la famille, d'amis, des voisins, on le disait, l'environnement et l'habitat. Et on voit bien que le confinement à domicile qui a généré des grandes solitudes, et la crise sanitaire en a fourni de merveilleux exemples. Donc, alors, si vous voulez, je pense que ce qui me paraissait important aussi, c'est d'évoquer entre nous la prise de conscience autour de ces questions de l'isolement et de la solitude, puisque, je le dirais plus loin, on a un peu le sentiment que les politiques publiques s'en emparent que très modestement. Et en fait, cette prise de conscience, elle remonte à une autre crise qui a été très importante, qui a été la canicule de 2003, et qui a effectivement, avec ses 15 000 victimes, essentiellement des personnes âgées d'ailleurs, fait prendre conscience à la population de l'existence de ces invisibles, de ces emmurés vivants que pouvaient être les personnes âgées isolées. Donc, prise de conscience qui a généré une première mobilisation militante, on en parlait à la pause tout à l'heure, avec certaines personnes qui étaient engagées dans cette mobilisation de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Mona Lisa. Ce que je vous suggère, parce que tout est très bien expliqué ici, c'est peut-être de passer à la présentation de votre étude. Oui, tout à fait. Donc, de fait, oui, effectivement, vous pourrez vous reporter sur l'histoire de Mona Lisa, qui est aujourd'hui d'ailleurs un peu en panne, parce que la CNSA en a repris une partie des prérogatives, mais l'existence de l'association Mona Lisa, aujourd'hui, s'interroge sur la façon dont elle va pouvoir rebondir pour continuer à soutenir ces coordinations départementales qui se sont créées autour du repérage des zones blanches, c'est-à-dire des zones où il n'y a rien pour lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, aucune initiative, aucune équipe bénévole. Donc c'est là-dessus que les acteurs, les partenaires se mobilisent pour essayer de susciter des initiatives. Donc on en est à maintenant 856 équipes citoyennes, vous voyez, qui existent et qui recherchent un peu aussi leur deuxième souffle dans une mobilisation qui aurait bien eu besoin d'une loi de solidarité entre les générations pour trouver ce deuxième souffle. Alors,
Donc venons-en, effectivement, aux données de notre baromètre 2021. Donc il va nous donner quelques enseignements. Alors je vous rappelle que ce baromètre, donc c'est la deuxième édition, puisque le premier était en 2017. On a voulu refaire un baromètre général en 2021, sachant que chaque année on publie des focus plus particuliers sur la question de l'isolement dans les territoires, de la fracture numérique, etc. Donc on a pris l'habitude avec le CSA de publier donc les résultats de ce sondage. Et là, en l'occurrence, c'est une enquête par téléphone, donc auprès de 1500 personnes âgées de plus de 60 ans. Alors, les enseignements principaux, c'est la très nette aggravation de l'isolement social en 4 ans, avec ce chiffre que, pour ma part, je trouve absolument effarant, de 530 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui sont en situation de mort sociale. Donc, en 2017, elle n'était que si j'ose dire, que de 300 000. Donc une croissance de 77%, donc extrêmement inquiétant. Et au-delà, donc ces 2 millions de personnes de plus de 60 ans qui sont isolées des cercles familiaux et amicaux, les deux cercles de sociabilité, je vais dire de base. Avec ce chiffre aussi très inquiétant d'1,3 million de personnes qui ne voient jamais ou quasiment jamais leur famille proche. Alors vous voyez, alors on va peut-être pas les commenter dans le détail, mais vous verrez qu'avec des indicateurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de l'INSEE, mais nous arrivons à des chiffres absolument affolants. Donc les isolés du cercle familial qui sont maintenant 28%, alors qu'elles n'étaient que de 22%. 40% pour les isolés du cercle amical et 24% pour les isolés du cercle voisinage. Et pour les isolés du réseau associatif, on voit bien d'ailleurs 66%. Donc c'est là où les pertes s'enregistrent évidemment avec les problèmes de mobilité, d'impossibilité de sortir de chez soi. Et par ailleurs, il y a eu l'impact de la crise sanitaire. Oui, absolument. Donc 36, une hausse aussi du sentiment de solitude. Alors ça, c'est très important, avec ce chiffre de 6,5 millions de personnes qui se sentent seules fréquemment. On est bien dans le ressenti, donc je le dis parce que c'est important. Et puis également une solitude qui s'enquiste, je veux dire, qui s'enracine, et avec 30% de personnes qui ressentent de la solitude depuis plusieurs années et 13% depuis de très longues années, voire depuis toujours. Un isolement est également accentué par le manque important de relations de qualité. 6 millions de personnes, et demie d'ailleurs, qui n'ont plus personne à qui parler de choses intimes. Vous voyez, on revient sur cette notion et qui là effectivement est préoccupante et qui traduit une plainte tout à fait évidente. Et puis la fracture numérique, on y revient, qui se résorbe pour les plus de 60 ans, et Internet qui a été un outil précieux d'aide au maintien du lien social, surtout dans la période qui s'achève, j'espère. Mais toujours 3 millions. Mais on garde le masque quand même. Hein. Comment ? Mais on garde le masque quand même. Oui, absolument. 3,6 millions de personnes âgées qui sont toujours en exclusion numérique, alors qu'elles étaient de 4 millions en 2017. Vous voyez, une régression, mais qui traduit quand même, finalement, une situation très préoccupante sur les plus âgés, c'est-à-dire les plus de 75 ans. 5 millions d'autres personnes âgées, donc, se disent extrêmement préoccupées par la solitude et l'isolement. C'est également précieux. Alors, je ne commenterai pas trop les cartes parce que vous pourrez le faire. La seule chose... Parce que là, on arrive à la fin. Comment ? Il faut qu'on arrive à la fin. Alors, raison de plus. Donc, en tout cas, vous verrez que dans l'appréciation par territoire de ce phénomène d'isolement et de solitude, eh bien c'est la région Centre-Pays de Loire qui remporte malheureusement la palme. Alors ce serait extrêmement intéressant d'analyser, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de creuser au niveau régional les particularités, les spécificités. Donc on est là en Centre-Pays de Loire, dans une région plutôt à dominante rurale, avec des petits centres urbains.
mais donc un phénomène qui recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure au niveau des appréciations un peu générales. Sentiment de solitude également, avec ces chiffres qui attestent toujours que la région Centre-Pays de Loire est un peu en tête, mais aussi les Hauts-de-France, etc. Alors, donc, sur les enseignements qualitatifs, nous constatons qu'il y a bien 3 profils aussi d'acceptation de la solitude et de l'isolement. Il y a les solitaires, qui savent tirer une satisfaction d'être seuls. Il y a plus malheureux que moi, pourrait-on dire, parce qu'on l'a entendu. Les esseulés, les très angoissés pour eux, attestant que la solitude est véritablement une souffrance dont ils se plaignent. Les abandonnés, ils ne sortent plus de chez eux, ou seulement en compagnie de quelqu'un quand ils peuvent le faire. Ils souffrent physiquement, mais surtout moralement, d'être seuls et d'être assistés. Donc ce phénomène de dépendance qu'on analysait tout à l'heure. Donc là, je vous fais grâce de quelques verbatims que je vous avais laissés, mais dont vous pourrez éventuellement prendre connaissance si je pense que la présentation peut être partagée à l'issue de cette intervention. Alors on enchaîne sur des préconisations qui sont au nombre de 10. Alors vous allez être effrayés, parce que si je vous les égrène toutes, alors là on va faire exploser le timing. Mais cela dit, vous pourrez nous envoyer ce PowerPoint que nous méditerons tous avec attention. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais souligner, c'est que notre première préconisation par rapport à tous ces constats, c'est que c'est le manque de données officielles sur la question de la solitude et de l'isolement. Bon, j'ai eu à cœur de citer les sources existantes, mais il faudrait les multiplier. Et donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que, et ça nous renvoie à notre frustration de nos lois grand âge et autonomie, mais il est urgent de modifier nos processus d'évaluation de la perte d'autonomie et de prendre en considération les questions d'isolement et de solitude dans cette évaluation. Or, comme vous le savez trop bien vous-même, la grille Agir qui sert de base à cette méthodologie d'évaluation ne tient absolument pas compte d'autres critères que les stricts besoins, la satisfaction des besoins primaires des personnes. Donc là, il y a une réforme importante à faire. Donc, la priorisation à donner aux personnes les plus modestes ou en situation de pauvreté dans cette lutte contre l'isolement. Et puis, en contrepoint, ne pas sombrer dans la tentation de la marchandisation du lien social. Donc, ça me paraissait aussi à mi-chemin entre nos deux interventions. Et pour nous, le mauvais exemple, c'est vraiment la prestation Veiller sur mes parents de la Poste, que je ne cite personne, mais quand même. Je ne sais pas si c'est un message subliminal. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme... Donc, toujours la lutte contre la fracture numérique qui est toujours d'actualité. Et là, il va falloir aussi demander des aménagements pour qu'on ne sombre pas dans le tout numérique. C'est important. Donc il est évident que je me joins à votre président pour déplorer évidemment l'abandon non seulement de la loi grand âge et d'autonomie, mais même sa réduction en loi solidarité intergénérationnelle qui a été elle-même abandonnée. Donc c'est ce rejet. Alors là, je crois qu'on arrive à les lire. J'aimerais bien que vous développiez l'exemple préconisation numéro 10 dans la ville d'Agen. Numéro 10 Oui, dans la ville d'Agen. Non, ce sont ce qu'on appelle les morts solitaires. C'est un facteur assez révélateur. C'est statistiquement pas forcément très important. Ce sont ces personnes qu'on découvre décédées alors qu'elles sont décédées il y a 1 an ou 2 ans, et c'est notamment le cas de la ville d'Agen. D'ailleurs, dans notre publication, on en fait le témoignage du maire de la ville, qui a eu la stupeur de constater que une vieille dame a été retrouvée décédée dans son logement depuis 2 ans. Alors que c'était à 200 mètres de la mairie, le logement en question. Voilà, donc c'est ces éléments-là qui sont effectivement de plus en plus importants. Merci Alain Villez, je suis désolée de vous bousculer un petit peu, mais on doit impérativement finir à 12h30, à 12h15, parce qu'il y a apéro sur les stands, et en Corse... Ah c'est ça, je suis sacrifié sur l'autel de l'apéritif. Mais ouais, mais en Corse c'est sacré.
Bon. Et quand même, je trouve que c'est important de laisser des... Voilà, c'est exactement, c'est pour créer le lien. Ah oui, Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, une question? Oui, vous avez utilisé le terme de mort sociale et avec un nombre de personnes concernées qui est assez éloquent. J'aimerais peut-être que vous précisiez ce que vous considérez comme mort sociale. C'est des personnes qui n'ont plus aucun lien dans les 4 réseaux de sociabilité que j'ai décrits. Hein. C'est-à-dire plus de relations ni avec la famille, ni avec les amis, ni avec les voisins, et qui évidemment ne participent plus à la vie associative dans leur territoire. Donc c'est sur ces 4. Si vous voulez, c'était en conclusion ce que je voulais dire, quand même. Donc je le dis. Ces 4 cercles. Je sens que je vais être isolé au bagne. Hein. C'est ça, si vous voulez, le rempart important qui est dans l'écosystème relationnel, et c'est à la fois ce qui le structure et qui constitue la meilleure prévention de l'isolement et de la solitude. Hein. C'est ces 4 réseaux de sociabilité sur lesquels il est toujours important de travailler si on veut vraiment lutter efficacement contre l'isolement et la solitude. Mais c'est vrai que dans chaque domaine, il y a des préventions tout à fait particulières. Et alors c'est vrai que les bénévoles que je représente un peu dans cette table ronde se situent, eux, plutôt en palliatif à l'absence de relations familiales. Hein, mais je crois que c'est un point important, si je peux me permettre, parce que, de fait, on a connu, pendant la crise Covid, d'ailleurs, quelques difficultés à être assimilés à la famille et être considérés comme des proches pour pouvoir continuer à visiter les personnes que nous accompagnons, hein, et surtout dans le rétablissement des visites. Donc ça a été un point, à mon avis, important. Une autre question ? Une courte question. Je voulais savoir, parmi les personnes accompagnées par les petits frères des pauvres, quelle est la part d'entre eux qui sont en établissement, en institution? Oui, je l'ai dit rapidement, excusez-moi, c'est 40%. Alors c'est ce que j'avais cru entendre, oui. Je trouve ça énorme. Et donc la question qui vient derrière, c'est comment vous l'interprétez en termes de manque de lien? Pourquoi elles se sentent isolées alors elles souffrent de solitude. Hein, elles souffrent de solitude, donc elles se sentent isolées. Elles se sentent isolées, donc elles souffrent de solitude. Donc comment vous interprétez ce manque paradoxe, de lien? C'est le paradoxe que j'ai un peu analysé, mais vous avez raison, il faut s'y attarder. Parce que je crois que ce soit les familles, les amis ou les bénévoles, suivant les cas, c'est un peu c'est la société qui rentre dans l'établissement. Je crois qu'en fait, pour qu'une personne âgée puisse vivre pleinement sa citoyenneté, elle a besoin aussi que des gens de l'extérieur, du territoire, de la communauté, puissent lui rendre visite. Alors que ce soit sa famille, ses amis ou des voisins. Hein. On voit aussi beaucoup d'anciens voisins qui viennent visiter des personnes en établissement. Ceci dit, beaucoup ne le font pas. Donc, et c'est bien cela qui nous préoccupe. Donc c'est un paradoxe, vous avez raison, mais je trouve que c'est un paradoxe très riche parce qu'effectivement, quelle que soit la qualité des relations que les soignants, les personnels des établissements nouent avec les résidents, c'est pas pour autant que ça épuise le besoin fondamental d'être reconnu, hein, par des personnes qui sont extérieures à l'établissement et dont finalement la visite n'est pas subordonnée par le contrat de travail. En fait, si on peut avoir cet éclairage-là. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette séquence. Je pense que la super équipe de la FNADEPA vous enverra le PowerPoint parce que c'est vrai qu'il est très riche et qu'on pourra retrouver tous les éléments que je vous ai fait rater. Je suis désolée. Je vous remercie et